Patrick Artus, vous êtes économiste, professeur à l'École d'économie de Paris, mais aussi directeur des études économiques chez Natixis, où vous avez la mission délicate depuis des années de publier vos analyses, mais aussi des prévisions sur l'avenir des marchés financiers et plus généralement de l'économie mondiale. Autrement dit, vous êtes dans la position difficile d'un oracle, d'une diseuse de bonne aventure, parfois même d'une Cassandre lorsqu'on ne vous écoute pas. Et que vous soyez cru ou non, dans tous les cas, vous prenez aussi le risque d'être accusé d'avoir éventuellement provoqué les événements que vous voyez venir. Vous qui avez suivi notamment de près la crise de 2008, qui depuis longtemps dénonçait la situation étrange dans laquelle nous plonge la politique monétaire et ce que vous appelez l'austérité salariale, qui est menée, si j'en crois le titre de votre dernier livre, depuis 40 ans. Que pensez-vous de la crise actuelle et de la manière dont nous allons en sortir ou pas, et si oui, comment ? Oui, je vais prendre quelques minutes pour donner un regard d'économiste, et puis après nous aurons d'autres approches. Et je voudrais effectivement regarder en quoi cette crise peut réduire l'incertitude en nous apprenant des choses. Qu'est-ce qui fait que pendant cette crise, un certain nombre de comportements, un certain nombre de mécanismes, peut-être, sont devenus plus clairs, nous ont appris des choses sur la façon dont marche l'économie ou dont marche la société. Alors, je vais aborder 5 points, on a peu de temps, il y en aurait bien sûr beaucoup d'autres, mais c'est les 5 qui nous ont semblé peut-être les plus pertinents. Le premier point, c'est la nature des inégalités. Pour ça, le social, dans cette crise. On s'est aperçu dans cette crise que les inégalités étaient d'une nature qui était, alors bien connue, je crois d'ailleurs avant de rentrer dans plus de détails, il y a un point assez clair, c'est que cette crise n'a pas bouleversé nos connaissances. Elle nous permet simplement d'approfondir un certain nombre de choses que nous savions, que nous regardions, et de jeter un projecteur sur un certain nombre de mécanismes. Donc ce mécanisme d'abord d'inégalité. On s'est aperçu qu'il y avait vraiment deux types de citoyens, deux types d'emplois, deux types de salariés. Ceux qui sont extrêmement bien protégés, et ce que je dis vaut pour la France, mais vaut pour l'Europe, vaut pour la plupart des pays. Ce sont les salariés avec des contrats de travail normaux des grandes entreprises, les salariés du secteur public, les retraités, et puis des personnes beaucoup moins protégées, qui sont les salariés qui ont des contrats de travail à court terme, qui sont les intérimaires, les saisonniers, les jeunes qui essaient de rentrer sur le marché du travail. Chez les économistes, on parle d'insiders et d'outsiders. Il y a ceux qui sont dans le marché, bien protégés, et ceux qui sont à la marge du marché du travail. Et donc, c'est une nature d'inégalité qu'on regarde assez peu. On regarde beaucoup les inégalités de patrimoine, de revenus. Cette inégalité du statut dans l'emploi, je pense, est extrêmement importante. Et je pense que là, il y aura quelque chose de différent. Assez curieusement, tout le monde se met à parler, par exemple, d'un revenu universel pour les plus fragiles, qui semblait être une espèce d'utopie et qui, aujourd'hui, apparaît comme une politique qu'il faut mettre en place assez vite. Donc, premier sujet, donc les vraies inégalités, je dirais, qui sont ces inégalités de statut dans l'emploi. Le deuxième sujet, et là je prends un point de vue européen, c'est l'Europe. Assez curieusement, les opinions ont été assez critiques de l'Europe dans cette crise. Et pourtant, je crois que cette crise a révélé l'Europe. Je ne crois pas du tout à l'argument qui est que cette crise a rendu les États-Unis et la Chine plus forts et l'Europe plus faible. Je crois que c'est très faux. Et je pense que l'Europe, et en tout cas les institutions européennes, ont été extrêmement rapides, extrêmement efficaces, extrêmement réactives. Alors, je parlerai de politique monétaire après, vous y faisiez allusion à l'instant, mais la Commission européenne et le Parlement ont très vite agi en proposant d'abord de lever toutes les règles budgétaires, en permettant des aides, en mettant en place des financements en commun. Quand vous ajoutez tout ce qui a été annoncé aujourd'hui, on est à 1300 milliards d'euros, en s'intéressant aux industries d'avenir, à la transition énergétique, à la santé, à l'agriculture. Enfin, je crois qu'on a eu une réactivité de l'Europe et qui finalement convainc même les pays les plus réticents qu'il faut peut-être travailler plus en commun. Et ces fameux pays frugaux dont on parle, on voit, sont en train finalement aussi d'admettre l'idée qu'il va falloir que l'Europe joue un rôle plus important. Donc, à nouveau, je ne crois pas du tout à un affaiblissement structurel. Et je pense plutôt que la Chine et les États-Unis sont affaiblis, mais ça serait un autre débat. Le troisième sujet, alors ça nous rapproche de vos préoccupations peut-être, c'est les banques. Alors pour un économiste, il est intéressant de voir que les pays où les entreprises sont financées par les banques
ont pu réagir de façon beaucoup plus efficace que les pays où les entreprises sont financées sur les marchés financiers. Alors ça a pris des formes assez diverses d'un continent à l'autre et d'un pays à l'autre. En France, vous avez tous évidemment trempé dans les prêts avec les garanties d'État, et pas seulement. Mais on a observé une capacité assez grande du secteur bancaire à financer l'économie et à financer les entreprises qu'elles connaissent dans cette crise. Alors qu'aux États-Unis, par exemple, il a fallu que la Réserve fédérale se mette à essayer de prêter aux PME, et en plus, ça n'a pas marché. Parce qu'on s'aperçoit que dans des économies de marché, il n'y a pas le tuyau qui va du prêteur vers l'entreprise qui a besoin de se financer, alors que cette connaissance de l'entreprise et cette tuyauterie, elle existe. Donc je pense que cette crise a montré la supériorité du financement bancaire. Juste un mot très vite, parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Par ailleurs, quand même, après cette crise, une question sera à nouveau posée, qui est celle du risque bancaire. Et malheureusement, probablement, avec une réglementation encore plus stricte des banques dans l'observation de la taille encore plus importante que pouvaient avoir les crises. Quatrième point, la dette et la monnaie. Alors c'est un débat qui est extraordinaire, où on a des pages entières de journaux remplies de choses entièrement fausses, donc c'est quand même un débat qui est assez amusant. Nous avons une politique économique qui est extraordinairement spéciale dans tous les pays de l'OCDE, qui est un énorme déficit public entièrement financé par la création monétaire, et donc en réalité pas par la dette, puisque la dette, une fois émise, est immédiatement achetée par la Banque centrale qui crée de la monnaie en échange. Alors, nous n'avions pas on avait commencé à faire ça, mais pas à cette échelle. Et donc, on est un peu dans le tâtonnement. Il faut arrêter de parler de dette. Il n'y a pas de dette. On n'a pas émis de dette. On a émis de la monnaie pour financer ces déficits publics. Donc, il n'y a pas de problème de dette. Il n'y aura pas besoin d'augmenter les impôts. Il n'y aura pas besoin de resserrer la politique budgétaire. On n'a pas du tout un problème de dette. On a un problème d'explosion de la quantité de monnaie. Pour l'OCDE, la quantité de monnaie va augmenter de 80% cette année, en un an, ce qui est absolument monstrueux. Et donc là où les économistes regardent aujourd'hui, c'est qu'est-ce que ça fait quand on augmente de 80% la quantité de monnaie. Alors il y a 100 ans, on aurait dit que ça fait 80% de hausse des prix. On sait aujourd'hui que ce n'est plus vrai et que probablement ce qu'on va fabriquer, c'est de l'instabilité financière, des bulles sur les prix des actifs, une énorme circulation internationale des capitaux, de la volatilité des taux de change. Mais vous voyez, la question, c'est la monnaie et pas la dette. Et là, nous apprenons beaucoup et on partait d'une connaissance mauvaise et qu'il est encore assez souvent, y compris d'ailleurs dans les gouvernements et dans la finance. Et puis, dernier point qui est peut-être plus français, cette crise a été un nouveau révélateur de ce qu'il faut avoir le courage d'appeler l'inefficacité de l'État. Nous réalisons plus que la France dépense nettement plus, un gros point de PIB de plus que l'Allemagne dans la santé, avec 2 fois moins de lits de réanimation et 1/3 de moins de lits d'hôpital tout court par habitant, avec des salaires d'infirmières 25% plus bas qu'en Allemagne. Nous avions réalisé avant la crise que la France dépense plus que l'Allemagne dans l'éducation, avec 3 fois plus de chômage des jeunes, et je pourrais faire une très longue liste que vous connaissez tous. Quand on mesure la productivité de l'État en France de toutes les manières dont on peut le faire, on s'aperçoit qu'elle est 20 à 25% plus basse qu'en Europe du Nord ou en Allemagne, y compris dans des pays qui ont des options politiques très différentes, des pays sociaux-démocrates, des pays conservateurs. Donc il y a vraiment un problème d'inefficacité de l'État, et ça ne servira à rien de remettre de l'argent public sans traiter d'abord le problème d'inefficacité de l'État. Et je crois qu'il commence à y avoir une prise de conscience collective de cette question qui est très importante. Voilà, j'aurais pu donner beaucoup d'autres exemples, mais vous voyez, santé, Europe, banque, dette et monnaie et efficacité de l'État, ce n'est pas des nouveautés, il n'y a rien de tout ça qui est radicalement nouveau, mais on accélère la réflexion et on avance, il me semble, dans la compréhension des mécanismes.